Vous regardez le 100e épisode de la meilleure émission sur les voyages non touristiques, Le Monde à l'envers. Pendant cette saison, l'auteur et animateur Dmitro Komarov et le caméraman Alexandre Dmitriev sont devenus les résidents de dizaines de pays exotiques. Derrière eux, des centaines de milliers de kilomètres qu'ils ont parcourus en voiture, en avion, en bateau et à pied. Ils ont vécu dans des endroits où les touristes ne vont jamais et sont devenus de véritables batteurs de records. Le registre national des records d'Ukraine a récompensé le programme Le Monde à l'envers pour les 100 épisodes réalisés par une équipe minimum. C'est affreux! En Ukraine, seulement plus de 10 millions de personnes regardent l'émission chaque week-end. L'émission est diffusée et regardée presque dans tous les pays post-soviétiques. Les téléspectateurs l'aiment aussi loin à l'étranger. Aujourd'hui, nous allons raconter comment nous avons réalisé le programme le plus extrême et le plus incroyable qui montre l'intérieur du monde depuis 5 ans. J'ai commencé avec le titre. Le titre donne le ton. J'ai pris mon ordinateur portable, je l'ai mis sur mon ventre et j'ai pensé à quelques titres. Faire demi-tour, vivre une vie pleine, méridien, parallèle. Des mots différents me sont venus à l'esprit et soudain j'ai pensé au mot à l'envers. Je l'ai attrapé et j'ai fait le titre. Le monde à l'envers. Quand j'ai obtenu le titre, je n'avais plus aucun doute. C'était le moment d'y aller. Le train était parti. Bonjour, vous regardez Le Monde à l'envers, l'émission pour ceux qui aiment l'aventure, la liberté et les émotions vives. Pendant longtemps, personne n'a voulu investir dans l'idée d'un gars que personne ne connaissait à la télé sans aucune garantie. On parlait de gros sous. C'est pourquoi j'ai décidé de faire la première saison par moi-même. C'était au Cambodge, c'était une expérience risquée, mais ce fut un succès. Donnez-moi mon panier. Je suis allé au Cambodge, je connaissais très bien ce pays et j'étais sûr que ce serait un succès. C'est totalement dépaysant et insolite. J'étais sûr que ce pays rendrait nos téléspectateurs fous dans le meilleur sens du terme. Tournez. Oui, il m'a mordu, le serpent m'a mordu. Le serpent m'a mordu, les amis. Dans l'émission Le Monde à l'envers, un serpent à moitié venimeux m'a mordu. Il a enfoncé ses dents dans ma veine. Je n'oublierai jamais ce moment. Vous savez, il paraît que j'ai une brûlure. Ça brûle. Soudain, je me suis senti très étourdi. Et j'ai réalisé que quelque chose de grave pouvait arriver l'instant d'après. J'ai dit au caméraman qu'il fallait dire au revoir. Je me suis assis et j'ai dit, « Chers amis, rendez-vous le week-end prochain. Au revoir. Restez avec nous. Nous avons toujours quelque chose pour vous surprendre. À plus tard. » Puis je me suis pratiquement évanoui. Ils m'ont traîné jusqu'au tuk-tuk. Je suis devenu bleu et pâle. Je n'oublierai jamais cette nuit. Je pensais que je pourrais mourir. Je ne me suis jamais senti aussi mal. Vous me demanderez pourquoi est-il raisonnable qu'une personne adéquate laisse le serpent le mordre exprès? Oui, le fait est que tout le sang terrible d'une morsure de serpent est la réalisation que vous ne mourrez pas nécessairement, que vous pouvez rester en vie, prépare votre esprit à une morsure de serpent qui peut se produire dans la vraie vie, dans la jungle. Stop, stop! Arrête, arrête! Stop, stop, stop! Qu'est-ce que c'est? C'est un Bluedius. Il va vers moi. Peut-il m'attendre? Oui, c'est possible, bien sûr. Il dira à ses enfants qu'il a rencontré Komarov. Regardez ses dents. De crocs mortels. Si vous ne prenez pas d'antidote après une telle morsure, vous mourrez dans 3 jours. Mais ce n'était pas l'aventure la plus dangereuse de l'épisode. Oh, arrête. Faire attention. Une mine d'infanterie. Mine de plastique commune vietnamienne. Dans un très bon état. Ne bougez pas, ne bougez pas. Filmez-le. Soyez prudents, restez à l'écart. Soudain, Dmitro a changé. Il a vu quelque chose d'horrible. Il a crié « Attention !» J'ai regardé mes pieds et j'ai vu que j'avais failli marcher sur une mine. Et si vous marchez dessus, c'est mauvais. Un pied sera arraché. Oui, ce sera le cas. À ce moment, je reconsidérais ma vie. J'ai réalisé que ma vie pouvait changer une fois pour toutes si je marchais sur la mine. Je ne serais peut-être jamais ici.
Après cela, nous avons filmé les scènes par rapport auxquelles la mine semblait en jouer. Par exemple, nous avons travaillé dans le cratère d'un volcan actif. C'était terrible. Le soufre en ébullition. Le travail infernal. Ils le font pour gagner de 8 à 24 $ par jour. C'était un véritable cratère de volcan actif. Vous pouvez voir de la vapeur monter et quelque chose bouillir. Des fumées sulfuriques montent dessous la terre. Ils se condensent sur les tubes. C'est ainsi que se forment ces strates soufrées. J'ai enlevé le masque à gaz, j'ai inspiré, expiré et j'ai senti que j'allais m'évanouir. Nous nous sommes pratiquement enfuis. Allons-y plus vite. Lorsque la fumée va dans une autre direction, nous pouvons travailler. Une fois qu'elle va vers nous, nous nous enfuyons. Notre travail est associé au risque. J'en ai l'habitude. Attention, fais attention. Alexandre doit filmer pendant que nous y sommes. C'est juste un enfer. Littéralement, c'est le travail le plus infernal que j'ai fait dans ma vie. Après 40 minutes dans le cratère, une chose soudaine et inattendue s'est produite. Une de nos caméras s'est arrêtée. Nous avons toujours une caméra supplémentaire, alors nous l'avons allumée. Elle avait fonctionné pendant 10 minutes et s'était éteinte aussi. Des vapeurs sulfuriques pénètrent dans la caméra et la détruisent de l'intérieur. Nous avons donc dû arrêter notre expédition. Plusieurs fois, les expéditions ont arrêté en raison du risque, des situations dangereuses et des problèmes de santé. Par exemple, dans l'endroit le plus sauvage de la planète, l'île de Nouvelle-Guinée, où vit la tribu des ex-cannibales Korovai, Alexandre Dmitriev a failli perdre sa jambe. Dans les conditions locales, les marécages, l'humidité à 100% et l'insalubrité, une petite égratignure qu'Alexandre Dmitriev avait est devenue une grosse plaie purulente en une journée. Et la gangrène s'est développée. Nous avons erré dans la jungle jusqu'aux chevilles ou aux genoux dans le marais pendant 2 ou 3 jours. Alexandre avait de petites égratignures et nous pensions qu'elles pourraient s'aggraver car il y a tout un tas d'infections. Prends ma main. Attrape ma main. C'est ça. Il s'enfonça dans le marais au-dessus de ses genoux. L'Ukraine me manque tellement. Alors, vous savez, Sacha a des plaies aux 2 jambes. Et il s'envenime dans de telles conditions. Souvenez-vous de lui jeune. C'est une blague. Nous serions plaisantions, mais je savais que l'infection et l'enflure pouvaient s'aggraver et que nous pourrions rester là. Nous avons dû parcourir 4 jours de la jungle et des marécages par le bateau. Ma jambe me faisait tellement mal, il était très difficile de marcher. Sacha se plaint très rarement. Il enlève la botte et la chaussette. Sa jambe avec une petite égratignure a enfilé 2 fois, a changé de couleur. En tache tridimensionnelle, rouge et rose, 10 cm sur 8, elle est apparue très rapidement. J'étais très effrayé. Tout d'abord, dans la soirée, j'ai dit à Sacha que nous avions arrêté de filmer et je lui ai donné une double dose d'antibiotiques très puissants. J'ai nettoyé sa plaie avec un scalpel. Je l'ai saupoudré de la sulfénylamide commune pour la rendre sèche. J'ai enlevé le pus. Mais dans l'après-midi, j'ai perdu espoir. Le lendemain matin, la plaie était énorme et sur le moment, je pensais que notre expédition était terminée. Il n'y avait pas de place pour qu'un hélicoptère atterrisse et je savais que je devais récupérer pour ne pas ruiner ma vie et le projet. Lors de l'expédition chez les Papous, ça s'est bien terminé. La jambe de Sacha s'est améliorée. Mais à domicile, une autre surprise venue de Nouvelle-Guinée nous attendait. Il s'est avéré que Dmytro Komarov a apporté de l'expédition une maladie mortelle. Je ne m'attendais pas à d'autres souvenirs de ce pays, mais un jour, j'ai attrapé le paludisme. C'est un diagnostic terrible dans notre partie du monde parce que son traitement et le diagnostic sont un problème ici. La maladie est très rare. La première fois, j'ai appelé l'ambulance quand j'avais de la fièvre 39,5. Les médecins sont venus et m'ont dit « Vous avez une angine. Buvez du thé avec des framboises. »
Le thé aux framboises n'a pas guéri mon paludisme. Dans l'après-midi, j'ai appelé une autre clinique quand j'ai eu une fièvre supérieure à 40. Ils ont dit que j'avais peut-être une pneumonie et qu'ils passeraient une radiographie le lendemain. La nuit, quand j'ai senti que je m'évanouissais, j'ai appelé l'ambulance une fois de plus. Des médecins expérimentés sont venus et ont dit « Oh, Dmytro, c'est toi. Nous pensons que vous pourriez avoir le paludisme. » À l'hôpital. Ils m'ont piqué malgré le fait que je me sois vaporisé il y a 5 minutes. J'espère que ce n'est pas le paludisme. Les moustiques sont sauvages ici. Je suis inquiet parce qu'il y a le paludisme dans la région. Si ce n'est pas diagnostiqué immédiatement, vous mourrez, tout simplement. Les médecins m'ont dit que si je l'avais traité comme un rhume 2 jours de plus, ça se serait terminé tristement. Nous ne parlerions plus maintenant. On dit que c'est incurable. J'ai toujours sur moi mes médicaments contre le paludisme. Je me souviens toujours que je peux avoir une rechute. Ce souvenir que j'ai ramené de la tribu des ex-cannibales. Au fait, ils étaient cannibales jusqu'en 1998, ce qui n'est pas si lointain. Quel goût a la viande humaine? C'est salé et très savoureux. Quelle partie du corps était considérée comme la plus savoureuse? Toutes les parties étaient savoureuses. Je pense que la cuisse est la plus savoureuse. C'est très charnu. La province indonésienne de Papouasie sur l'île de la Nouvelle-Guinée est l'endroit le plus sauvage et le moins exploré de la planète. Des ex-cannibales y vivent encore dans les arbres à une hauteur de 30 à 40 mètres. Dmytro Komarov et le caméraman ont non seulement vécu avec la tribu Korovai, mais ont construit une maison primitive unique en hauteur dans l'arbre. Un tel tournage était très difficile à organiser. Tout a commencé par l'itinéraire extrême, 2 jours dans des pirogues chancelantes. Nous allons utiliser ce bateau plus longtemps que pour le voyage de l'Ukraine à l'Australie. Ce fut une expédition extraordinaire. Nous deux, Sacha et moi, avions 500 kilos de bagages. Parce que nous avons pris de la nourriture pour 1 mois pour tout notre équipage que nous trouvions parmi les cannibales. Ils étaient porteurs, guides. La situation est absurde. Pour faire notre travail, Sacha et moi avons besoin de quelqu'un pour porter nos affaires. C'est 2 personnes de plus qui sont des porteurs. Mais ces porteurs ont aussi besoin de porteurs pour transporter leurs affaires. Et leurs porteurs ont besoin de porteurs. C'est sans espoir. Ensuite, une quinzaine de personnes faisaient partie de notre équipe. Nous transportions des centaines de kilos de riz, de cartons de conserve, des centaines de paquets de nouilles instantanées. C'était notre menu jungle. Bien sûr, il n'y a ni électricité, ni Internet, ni service téléphonique. C'est pourquoi nous avons chargé les batteries avec des batteries solaires. Et le régime de tournage était spécial. La caméra est dans une housse étanche. Elle est attachée au bateau. Et ça ne coule pas. Quoi qu'il en soit, elle reste avec nous. Je n'oublierai jamais le début de notre expédition en Nouvelle-Guinée. Notre guide était assis et fumait et il a dit « Dmytro, note 2 numéros de téléphone. Le premier est celui de mon frère et le second, celui de mon ami. S'il m'arrive quelque chose, appelle d'abord mon frère. S'il ne répond pas, appelle mon ami. S'il te plaît, mais parle-leur délicatement. » Quand je l'ai entendu, je ressentis un tremblement nerveux et j'ai demandé « De quoi parlez-vous » Et il a dit « Je connais l'endroit où nous allons. Nous ne reviendrons peut-être pas. » À vrai dire, vu nos conditions de travail, il serait raisonnable de faire un testament avant l'expédition. Parce qu'il y a toujours une chance que quelque chose tourne mal et arrive à une fin indésirable. Mais c'est la seule façon de le faire. Pour faire le spectacle, Dmytro et Alexandre doivent courir des risques. Mais ce n'est pas le seul problème. Par exemple, les problèmes d'interprétation. Comment communiquez-vous avec des gens dont la langue est parlée par une centaine de personnes sur la planète? Mais ils ont trouvé une réponse. Vous vous demandez peut-être comment nous avons organisé le système d'interprétation à 28 mètres de haut. Parce que, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'interprète ici. Mais nous avons trouvé une solution. Je dois demander à haute voix. Oni, de combien de bûches avons-nous besoin? Puis, notre interprète principal m'entend. Là-bas.
et traduit mes mots pour un gars qui parle la langue Korovai. Et il demande à Oni à l'aide d'un mégaphone. Les gars répondent. Et maintenant, nous allons entendre la traduction. Ils disent qu'ils ne connaissent pas le nombre exact, mais qu'ils auront besoin de plus de bois. Ils disent qu'il y a des serpents venimeux dans la forêt. C'était l'un des tournages les plus extrêmes. Nous travaillons avec les deux caméras. Je garde mon appareil photo. Vous pouvez voir qu'il est vraiment haut au-dessus du sol. Et voici Alexandre. Alexandre, mets un instant de côté ton travail. Regarde la caméra. Dis bonjour à maman. Salut, maman. Juste deux personnes. Ils n'ont pas d'équipe d'assistants, contrairement à n'importe quelle émission de télévision. C'est pourquoi ils doivent résoudre eux-mêmes les problèmes les plus compliqués. Sacha, dis ce que tu vas faire. J'essaie d'attacher la corde pour tirer la caméra vers le bas. Ainsi, la caméra s'éloignera de la maison. Que Dieu nous aide. En route. La caméra a glissé et s'est coincée entre les arbres. Peut-être qu'on pourrait l'huiler. Une technologie avancée des caméramans. Un bâton avec une corde. Dès que Sacha lâchera le fil, la caméra s'éloignera. Quand je dis salut. Bon week-end. Salut. Je ne me souviens plus combien de fois nous avons lancé la caméra et combien de prises nous avons faites. Mais nous l'avions fait jusqu'à ce que nous l'ayons fait. Vous savez, vivre dans l'expédition est quelque chose de spécial. Imaginez que vous vivez quelque part dans la forêt sans électricité, sans communication téléphonique, ni choses courantes auxquelles vous êtes habitué et auxquelles vous ne faites même pas attention. Par exemple, l'eau du robinet, même si elle est froide, ça nous a tellement manqué. Le lit doux et confortable, des choses si simples, vous savez. Nous nous sommes habitués à vivre sans eux. C'est pourquoi nous apprécions beaucoup le confort que nous avons tous ici. Je me souviens que lors de l'expédition en Papouasie, j'avais le plus grand rêve que l'expédition serait terminée et que je boirais de l'eau normale. Elle serait claire et pure, contrairement à l'eau que nous avions là-bas. Sacha, veux-tu de l'eau? J'en ai tellement marre de cette eau qui a un goût d'argile. Bien qu'il soit bouilli, il faut beaucoup aimer son métier pour choisir de tels sujets et vivre ainsi. Mais toutes les difficultés sont compensées lorsque le monde à l'envers découvre quelque chose de nouveau. Par exemple, Dmitro Komarov est le premier homme blanc que l'aborigène a vu. Attention, s'il vous plaît. Udine voit et embrasse l'homme blanc pour la première fois de sa vie. Il a très peur. Ce n'était pas dans le programme, mais je me souviens, je suis entré dans la hutte et j'ai vu quelqu'un se cacher de moi. C'est ce type Udine qui a vu un homme blanc pour la première fois de sa vie. Je me suis approché, j'ai tendu la main et j'ai dit « Bonjour ». Il l'a touché, a sauté de côté et s'est rétréci dans un coin. Je suis sérieux. Imaginez, aujourd'hui, au 21e siècle, j'ai rencontré un homme adulte qui a vu pour la première fois un homme à la peau blanche. N'ayez pas peur, je ne mordrai pas. Nous sommes les mêmes, regardez. Ne tremblez pas. Tu as une main, moi aussi. Tu es juste plus sombre. S'il vous plaît, regardez, on est les mêmes. Voici un pied. Et si j'enlève une chaussette, voici la mienne, un peu plus grand.
Vous ne pouvez pas imaginer comment le gars a changé en 2 ou 3 jours quand il s'est habitué à nous. Une fois le soir, il m'a traité avec des chenilles crues géantes. Nous avons eu une fête papou. Le petit, je suis désolé. Ses pattes grincent contre mes dents. Les gens me posent souvent des questions à ce sujet. Avez-vous mangé des araignées ou des serpents ou des tarentules? Comment ça? C'est la partie la plus facile de mon travail, à quelques exceptions. Les gens mangent ça. Et je vois qu'ils se sentent bien. Pourquoi je ne peux pas le manger? Je suis comme eux. La nourriture extrêmement effrayante aide vraiment à se rapprocher. Quand les aborigènes voient que vous mangez leur nourriture, vous n'êtes pas dégoûté ou effrayé. Ils essaient même de voir si votre pomme d'Adam bouge, si vous avez avalé ou juste imité. Alors, quand ils voient que vous mangez vraiment, vous devenez l'un d'eux, un ami proche. Vous faites partie de la famille et les entretiens deviennent différents parce qu'ils vous font confiance. Au cours des 5 dernières années, Dmitro Komarov a mangé plus d'aliments mauvais que quiconque. Imaginez des tarentules géantes, des rares frits, des scorpions et même des cœurs de cobra battants. C'est effrayant. Je pense que les 2 cœurs battent dans mon corps. Il a mangé des embryons de canard. Si vous voulez sentir les plumes et le bec dans votre bouche, demandez un œuf plus âgé. Si vous voulez un produit plus doux, demandez un œuf plus jeune. Dans la tribu tanzanienne Maasai, Komarov a essayé le petit déjeuner du chasseur sanglant, du sang frais avec du lait. Il verse du sang de taureau vivant dans le pot de citrouille. Cela semble effrayant, mais ils utilisent l'animal plusieurs fois. Maintenant, ils vont couvrir la plaie avec du fumier. Et après un certain temps, le taureau ira bien. Si je dis, je le fais. Je dois boire. Ça a le goût du lait chaud. En fait, c'est du lait chaud, tout simple, sans aucun goût supplémentaire. Mais cette tribu a une autre tradition effrayante. Boire du sang chaud du corps d'une chèvre tuée tout à l'heure. Je ne peux pas le faire, pas comme ça, non. Je ne veux pas. La dernière fois. Je ne peux plus en boire, c'est ça. Je me sens malade. La première place dans mon anti-classement revient au foie de chèvre crue de la tribu Mursi en Éthiopie. Ils ont tué la chèvre devant moi, l'ont frappée à la tête avec une pierre et l'ont coupée en quelques minutes, sorti son foie et dit « mange-le ». Dois-je en manger? Il ne plaisantait pas, je devais le manger car c'était mon laissez-passer pour le monde des aborigènes. Si je ne l'avais pas mangé, j'aurais perdu le respect. D'accord, les gars. Au Vietnam, nous avons mangé le repas le plus dangereux. C'était peu après l'épidémie de grippe aviaire H5N1. Ils ont une tradition culinaire très étrange. Ils adorent la soupe froide au sang de canard cru. Les canards étaient porteurs de la maladie mortelle. Avez-vous de la soupe au sang de canard? Oui, vous le faites. Je le vois, je le vois. C'était très difficile de travailler parce qu'ils ont essayé de casser notre caméra, nous ont jeté des choses dessus, n'ont pas permis de filmer, se sont enfuis du marché parce que c'est interdit, c'est un crime de vendre cette soupe. Pour vous montrer cette tradition unique, je vais faire quelque chose que je ne recommande à personne de faire. Dieu, aide-moi.
Plus de la moitié des thèmes de notre émission sont impromptus. Le plus intéressant est un impromptu, bien sûr. Vous conduisez en regardant à droite et à gauche. Si vous voyez quelque chose d'intéressant, arrêtez-vous et filmez. Il faut beaucoup communiquer. Une langue intelligente vous mènera n'importe où. Le proverbe fonctionne vraiment pour nos expéditions. Chers amis, c'est un additum du monde à l'envers, le bureau où il est créé. Il y a beaucoup de choses et de souvenirs intéressants, authentiques et rares que j'ai ramenés de nos expéditions. Par exemple, c'est une hache de pierre de la tribu des ex-cannibales de Nouvelle-Guinée. Vous ne croirez pas que le pierre a environ 500 ans. Mes collègues m'ont offert ceci pour mon anniversaire. Une maison dans l'arbre. Ils l'ont faite eux-mêmes. C'est une copie exacte de la maison que nous avons construite avec des cannibales. J'ai de très nombreux souvenirs ici. Mais l'un des plus précieux est un arc de cannibale que j'ai rapporté de Nouvelle-Guinée. Arc de combat. Il peut percer le mur. Nous l'avons essayé. Et bien sûr, j'ai un tas de flèches pour l'arc. C'est très intéressant. Voici une flèche de combat qui pénètre facilement, mais qu'il est difficile de retirer. Voici une flèche moderne pour la chasse aux cochons. Les papous les utilisent de nos jours. C'est une flèche lisse pour la chasse aux oiseaux. Je ne les ai même pas achetées. Je les ai échangées contre des montres et autres bibelots dans la jungle sauvage. C'est mon ami et compagnon Massaï. Il a environ 35 ou 40 ans. Valentina de Kharkiv me l'a donné. Elle vit en Tanzanie depuis 25 ans. Au début, j'étais content, mais ensuite, j'ai réalisé que je devais voyager à travers 3 pays africains avec. Ça fait 2 mois qu'on transporte un gars de 10 kilos. Voici encore une chose qui m'est très chère. Le pot de citrouille dans lequel on buvait du sang chez la tribu Massaï. Je le sens les yeux fermés et il me semble que je suis en Tanzanie, sur le continent noir. L'odeur est restée. Les gens viennent dans mon bureau pour le sentir et s'imaginer qu'ils sont en Afrique. C'est lourd. La pièce d'argent que j'ai personnellement extraite de la mine de Potosi lorsque j'ai lancé de la dynamite. Oh mec! C'est affreux! Oh! Ma première pièce d'argent. Maintenant, elle est ici à Kiev. Elle parcourut 12 000 km et subit un examen. Elle a été officiellement dédouanée. Elle pèse environ 4 ou 5 kilos. Voici une autre chose inestimable pour moi. C'est un morceau de lave du sommet du Kilimandjaro. Il fait 5 895 mètres de haut. Je l'ai emporté avec moi en souvenir. Voici une autre chose unique. C'est un koteka, le seul vêtement qu'un papou puisse porter. Et ils le mettent sur leur pénis. Nous en avons apporté un nouveau, il n'a pas été utilisé. J'ai beaucoup de livres, de guides, de cartes et la collection de mes magazines préférés. J'ai même les magazines publiés, par exemple, en 1937. Et voici notre petite exposition de photos debout. Je suis aussi photographe, c'est pourquoi j'aime les moments d'arrêt dans mes expéditions. Mais mon véritable trésor dans cette pièce est mon partenaire. Nous travaillons ensemble depuis 5 ans. Vitaly Narishkin est notre éditeur, mais vous devez le connaître car il fait le son de toutes les traductions. Dans notre émission, Vitaly parle pour les aborigènes. Oui, oui. Oui, oui, il dit souvent oui, oui. Répétons un de nos dialogues préférés, par exemple. Quand on a parlé à Udine, les cannibales? Oui, avec Udine, allons-y. C'est un événement unique, je suis heureux de te rencontrer. Je suis heureux aussi, mais pourtant j'ai peur de toi. Je suis heureuse aussi, mais pourtant j'ai peur de toi. Le projet Le Monde à l'envers m'est très cher car il est sincère et naturel. Le métro ne joue aucun rôle, il est naturel, honnête, sincère, ouvert.
Et il en est de même avec les gens qui parlent devant la caméra. Si demain ils me disent « Dmytro, faisons autrement, il y aura 20 personnes dans l'équipe du Monde à l'envers et un gros budget », je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce qu'il faut plonger dans le quotidien. Se faire confiance et éviter les mises en scène. Quand Sacha et moi venons vers eux, les deux mecs avec des appareils photo, on n'attire pas du tout l'attention. On dit souvent qu'on est étudiant. Les gens n'ont pas peur et nous font facilement confiance. C'est comme ça qu'on devient aborigène pour un temps. On vit avec eux et personne n'a peur. Ils ne changent pas leur mode de vie parce que notre équipe est si petite. Je suis sûr que c'est la seule façon de devenir des témoins et même des participants d'événements uniques. Ils disent qu'ils frappent. Les femmes essaient d'exciter leurs petits amis, de les mettre en colère, voire de les insulter. J'ai vu ces rituels affreux, leur dos saignant, et les femmes étaient calmes. Les aborigènes n'ont pas compris pourquoi nous étions si choqués par cette tradition. Nous pensons différemment. Pour eux, cette horrible tradition est normale. C'est courant pour de nombreuses tribus. Par exemple, la tribu Mursi vit en Éthiopie, dans la vallée de la rivière Omo. Tous les hommes là-bas sont armés de Kalachnikov et les femmes tirent la lèvre inférieure avec des plaques qui peuvent avoir 20 cm de diamètre. Ils pensent que c'est une norme de beauté. Cela nous paraît sauvage, mais pour eux, c'est la beauté africaine. Dans chaque partie du monde, les normes de beauté diffèrent. Nous pouvons voir comment ils font la fameuse scarification Mursi. Elles coupent la peau avec une lame, juste comme ça, sans anesthésie ni désinfection. Je ne peux pas regarder. Mais le rituel le plus effrayant et le plus choquant montré dans le monde à l'envers est la crémation sur la rive du Gange dans la ville indienne de Bénarès. C'est un lieu sacré. Les hindous qui croient en réincarnation disent que si le corps est brûlé ici, le karma pour la prochaine vie est nettoyé. C'est pourquoi des centaines de bûchers brûlent ici 24 heures sur 24. Pour brûler encore, il faut 2 ou 3 heures et environ 400 kilos de bois. C'est très intéressant de voir comment notre façon de penser change pendant de tels tournages. Quand je suis venu à Bénarès pour la première fois, j'ai vu des cadavres dans le fleuve, des corps en train de brûler. Je ne pouvais pas dormir à cause des cauchemars. Mais ensuite, nous sommes revenus en Inde et après 10 jours là-bas, en observant leur mode de vie, nous avons changé. C'était évident. Je pourrais juste dire, « Sacha, regarde une jambe tombée du tas, prends-en une photo. » Et les cervelles bouillonnent dans le crâne, ne le filme pas, c'est trop dur. C'est un boulot infernal. Ils doivent retourner le corps plus de 12 heures par jour. Il s'avère que nous pouvons même nous habituer à des choses très cruelles et les considérer comme habituelles. Mais c'est très bien pour le projet, car on ne montre pas de choses banales qui ne méritent pas notre attention. Nous cherchons en profondeur quelque chose qui n'est pas seulement intéressant, mais vraiment incroyable, choquant, quelque chose que les téléspectateurs n'ont jamais vu auparavant. L'un des meilleurs épisodes qui prouve ce mot est une histoire de vie d'albinos en Tanzanie. Les sorciers africains chassent les albinos, les tuent ou les mutilent pour utiliser des parties de leur corps dans les rituels. Dans ce pays, on pense que le corps des albinos rapporte de l'argent et le meilleur moyen de devenir riche est de couper une main ou un pied. Je me souviens du visage de l'homme qui m'a agressé. La dernière chose que j'avais vue avant de m'évanouir était qu'il sortait et portait mes mains. Littéralement, nos personnages restent dans mon cœur et mon âme, changent ma façon de penser et mon mode de vie.
Nous tombons amoureux du peuple. Leurs histoires sont difficiles à croire. Dmytro Komarov parle de sa fille africaine qu'il appelle Frida, le personnage principal de l'épisode sur les albinos. Il y a 3 semaines, Frida est allée à l'école, mais ils l'ont renvoyée parce que nous n'avons pas d'argent. Allons au marché demain et achetons des vêtements à Frida pour qu'elle puisse aller à l'école. La rencontre inattendue avec Dmytro Komarov a totalement changé la vie de Frida. L'équipe de l'émission a acheté tout ce dont elle avait besoin pour l'école et l'a accompagnée au premier cours de sa vie. Je suis très contente. Merci, papa. Nos téléspectateurs se souviennent très bien de l'histoire de Frida et me posent beaucoup de questions à ce sujet. J'aurais la honte d'oublier la fille après l'expédition. Non, nous restons toujours en contact. Quand quelqu'un que je connais va en Afrique, je lui demande de lui rendre visite, de l'amener au marché, de lui acheter des vêtements, de payer l'école. Il n'y a pas longtemps, mon collègue est allé en Afrique et a rendu visite à Frida, lui a offert des cadeaux de ma part et a même fait une photo. Frida a fière allure, elle est heureuse et se souvient de nous. Je vais soutenir la fille jusqu'à ce qu'elle soit adulte et qu'elle se lève. Bonne chance, Frida. Il y avait beaucoup de personnes uniques dans notre émission, mais surtout, je me souviens de l'homme à la peau d'écorce. Bonjour. Bonjour. Il s'est souvenu du moment où je lui ai serré la main, parce que personne ne l'avait fait avant. À quand remonte la dernière fois que quelqu'un vous a serré la main? Tu es le premier depuis de nombreuses années. Quand j'ai dit au revoir et que je suis parti, ma première pensée a été « Dieu, nous devrions être heureux d'être en bonne santé. » En fait, c'est tout ce dont nous avons besoin. Un autre personnage unique est l'homme-loup, l'homme le plus poilu de la planète. Mon nom est Jésus, comme le Fils de Dieu. Ma mère m'a donné ce nom pour m'aider à surmonter toutes les épreuves. L'une des histoires les plus intéressantes est la façon dont nous avons cherché l'homme-loup. Nous sommes venus dans sa ville. Tout le monde le connaissait là-bas, mais il refusait de parler aux journalistes. Nous le cherchions. Nous l'avons trouvé avec l'aide d'adolescents locaux très tard dans la nuit au bar. Il s'est beaucoup saoulé. Quand il nous a vus, bien qu'il chancelait, il a essayé de s'enfuir. Je lui ai dit que, contrairement à d'autres journalistes, nous ne recherchions pas d'histoires effrayantes sur l'homme-loup, un monstre, un loup-garou. Non. Qui y a-t-il derrière le masque de loup? Quel genre de personne est-il? Et il m'a cru. Nous n'avons mentionné aucun frais. Il a juste accepté. Il nous a cru. Avez-vous eu des problèmes avec vos fréquentations? Bien sûr, j'étais timide comme n'importe quel garçon. Mais mon apparence n'a pas nui à ma vie personnelle. Je dirais que beaucoup de filles aimeraient essayer si vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a d'autres histoires horribles où les gens se font peur exprès pour gagner de l'argent. Les implants sur votre tête vous dérangent-ils? Pas du tout. Ils sont plus doux ici. Oui, la tête est plus délicate. Donne-moi les cornes, s'il te plaît. Nous avons passé toute la journée avec une femme vampire et pourtant son apparence ne m'a impressionné. Je m'y suis habitué. Mais j'ai été surpris que derrière cette image, c'est une femme aimante qui aime vraiment et une mère très attentionnée qui fait des sandwichs aux enfants pour l'école. Les rencontres après les cours. Comment les professeurs vous traitent-ils? Ils ont peur de nous donner de mauvaises notes parce qu'ils pensent que ma mère les mordra. Chaque épisode du Monde à l'envers est super exclusif. Il y a eu une interview vraiment sensationnelle dans l'histoire de l'émission.
avec un homme qui a élevé l'un des présidents d'Amérique, la nounou de Barack Obama. Il ou elle, un travesti. Aujourd'hui, Turdi vit dans la misère dans un nid pour les travestis et les prostituées. Maintenant, il est grand et en forme, mais enfant, il était grassouillet et il avait les cheveux bouclés. Dans son bloc, on l'appelait Barry Negro. Barack Obama, yes. Barack Obama, yes. Quand vous étiez une nounou de Barack Obama, vous sentiez-vous comme si vous étiez une femme? Oui, je me sentais comme si j'étais une femme, mais je portais des vêtements d'homme pour ne pas traumatiser l'enfant et pour éviter les commérages. Bien sûr, les adresses de ces personnes ne sont pas dans les annuaires téléphoniques ou sur Internet. Généralement, ils se cachent. Comment les trouve-t-on? Juste comme ça. Nous allons dans leur quartier, parlons aux gens, posons des questions, louons un taxi et ensemble, nous cherchons notre personnage jusqu'à ce que nous le trouvions. Nous avons retrouvé une grand-mère de Barack Obama au Kenya. Nous avons essayé de gagner sa confiance et lui avons dit que nous étions les fans de son petit-fils et que nous voulions montrer comment elle vivait. Elle a dit, bien sûr, je répondrai à vos questions et je vous montrerai ma maison, mais pas devant la caméra. Nous avons donc perdu cette histoire. Mais chaque nuage a une doublure argentée. Soudain, nous avons découvert qu'un frère de Barack Obama vit dans le même village. Ils ont le même père et il n'est pas sociable et ne donne pratiquement pas d'interview. Nous avons eu un matériel exclusif avec Malek Obama. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Comme nulle part, là, nous avons senti le contraste et la couleur locale, parce que c'est un frère de Barack Obama et qu'il habite une jolie résidence, mais au milieu des bidonvilles africains. Nous nous parlons au téléphone, mais pas très souvent, car il est très occupé au travail. Aimeriez-vous vivre à la Maison Blanche en Amérique? Non. Chacun doit faire son truc. Je n'oublierai jamais les bidonvilles kenyans. C'était la première fois que nous engagions une escorte. C'étaient des gangsters des mêmes bidonvilles car eux seuls pouvaient nous protéger de leurs confrères. Mais parfois, les guides refusent d'accompagner un petit équipage de 2 personnes, surtout lorsqu'il s'agit des quartiers les plus dangereux et des affaires illégales. Travailler habituellement dans des endroits tels que les quartiers chauds et filmer les représentants de la profession la plus ancienne comprend des problèmes extrêmes et des bagarres. Tout le monde nous chasse et essaie de casser notre appareil et de voler notre argent. Mais il y a quand même des exceptions où ça se passe très bien et c'est très amusant. C'est une maison close typique en Asie du Sud-Ouest. Le long hall, le plancher en bois et de très petites, minuscules cabines où vit l'amour. Ici, ils appellent ça boum boum. Mais les enfants regardent notre émission, donc pas de boum boum. Croyez-le ou pas, mais j'ai donné 5 $ à la fille. C'est le prix d'une heure de contact intime avec elle. Et elle m'a dit avec surprise, « Tu ne veux pas rester? Ne devrais-je pas enlever mes vêtements? Je ne comprends pas, c'est tout ce que tu voulais? » Mais encore une fois, il y a des exceptions. Pour un tel tournage à Cuba, vous pourriez aller en prison pour plusieurs années. Mes amis, regardez où ils ont des rendez-vous intimes. Nous avons rencontré une fille et sommes allés dans sa chambre. Maintenant, je dois prendre une douche. Ici? De l'eau dans le seau? Oui.
Le Cuba a été un désastre. Nous n'avons jamais été aussi près de la prison. L'équipe du Monde à l'envers a été arrêtée alors qu'ils passaient le contrôle des frontières. Les services spéciaux les suspectaient car ils avaient trop de gadgets comme pour les touristes. Ils nous ont examinés rigoureusement, puis fouillés et arrêtés pour la première fois de notre vie. Nous avons passé un jour et une nuit en prison et avons été déportés comme des criminels. Mais nous n'abandonnons jamais. Le lendemain, nous sommes revenus à Cuba, nous avons vu leur système de sécurité de l'intérieur et trouvé un moyen de tromper les services spéciaux. Ils ont réussi à cacher leur équipement. Le tournage s'est transformé en mission d'espionnage. Nous y avons passé 3 semaines horribles. Ils nous ont gardés en observation. Nous avons vu des gens nous filmer pendant que nous travaillions. Ils ont cherché des preuves. Ils nous ont convoqués à l'interrogatoire. On nous posait les mêmes questions depuis des heures. Nous savions qu'ils pouvaient nous arrêter et nous envoyer en prison pour une longue période parce que cela pouvait être une activité journalistique illégale. Ou pire encore, une activité anti-révolutionnaire. C'est affreux. Ils pourraient nous accuser d'espionnage. Dans cette situation, le plus difficile était de quitter le pays car les services spéciaux voulaient arrêter l'équipe à l'aéroport. Quand nous avons montré nos passeports, les lampes rouges et l'alarme se sont allumées. Ils nous ont dit de rester immobiles et de ne pas bouger. S'il n'y avait pas d'aide des diplomates, ils ne parviendraient pas à partir. À l'aéroport, quand nous avons réalisé que par miracle nous avons quitté ce pays et trompé les services spéciaux cubains, nous avons passé le contrôle frontalier. Mes mains, celles de Sacha et du consul, tremblaient. Je n'oublierai jamais ce moment. Dmytro et Sacha risquent littéralement leur vie et leur liberté pour des matériaux exclusifs. Une fois, elles ont réussi à entrer dans une colonie mexicaine à régime strict où des assassins en série et des barons de la drogue purgent des peines. Dmytro m'a dit de ranger l'appareil, alors je l'ai mis dans mon pantalon. Je suis allé au marché, j'ai acheté des culottes plus petites pour qu'elles soient serrées et que la caméra ne tombe pas. J'ai mis tout à l'intérieur pour voir si elle rentre, pour voir si ça gonfle. Quand nous y étions presque, nous avons reçu un appel. Nous n'avons pas dû prendre la caméra avec nous car ils étaient au courant de notre visite. Ils pourraient nous piéger, planter de la drogue et nous mettre en prison. En fin de compte, nous avons décidé de payer au gardien de prison et il a fait passer la caméra en contrebande. Plus nous faisons des saisons et d'épisodes, plus il est difficile de trouver des sujets intéressants car beaucoup de choses sont les mêmes presque partout. Par exemple, nous venons d'un pays neuf, mais nous avons déjà vu comment ils récoltent le caoutchouc et les bananes, comment ils grimpent aux cocotiers. Mais c'est du matériel déjà fait. Nous devons passer et chercher quelque chose de nouveau pour surprendre les gens. La meilleure façon de montrer un pays de l'intérieur est de maîtriser une profession unique. Par exemple, en Indonésie, j'ai appris à extraire des diamants. Donnez-moi. Ici. Un de plus. Regardez, nous en avons trouvé un. Nous l'avons trouvé. Cool. Montrez-moi, 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 montrez-moi. Je ne le laisserai pas tomber. Mohamed! Après avoir extrait des diamants, je sais d'où ils viennent. J'ai essayé et maintenant je vois les choses différemment. Un demi-gramme d'or que j'ai extrait toute la journée, littéralement. Je vais garder cette pièce d'or et faire une alliance pour mon mariage. Des millions de filles qui regardent le monde à l'envers posent cette question. Quand Dmytro Komarov va-t-il enfin se marier? Chaque jour, nous recevons des lettres et des centaines de messages via les réseaux sociaux et les emails. La plupart d'entre eux venant de filles qui aiment le monde à l'envers. Des milliers d'admirateurs posent des questions sur la vie personnelle du voyageur. Personne ne sait quel prix Komarov doit payer pour le projet. Franchement, mon travail rend difficile la construction d'une vie personnelle. Je peux être absent pendant 4 mois. Je vis et travaille comme un marin ou un pilote. Bien sûr, il est difficile de construire des relations normales.
Oui, j'étais dans une situation où j'ai quitté la vie presque en père de famille, mais l'amour n'a pas tenu la distance et s'est effondré. Ça fait très mal si ça arrive quand tu es loin et que tu ne peux rien y faire. Mais en y réfléchissant maintenant, je vois que nous n'étions tout simplement pas faits pour être ensemble. C'est ça. Parce que comme personne d'autre dans mes expéditions, j'ai appris que même une telle profession n'est pas un obstacle à l'amour véritable. Le véritable amour. Non seulement j'y crois, mais je sais que le meilleur est devant moi et que l'amour ne fait pas exception. Bien sûr, je vais le trouver. L'amour à distance est très dur et douloureux car chaque jour, tu veux voir ta bien-aimée, mais tu ne peux pas. Vous ne pouvez lui parler que via Internet, mais ce n'est pas la même chose. Vous voulez la serrer dans vos bras et l'embrasser, mais vous ne pouvez pas. Alors, vous avez hâte de revenir, vous comptez les jours. L'émission Le Monde à l'envers est une encyclopédie vidéo de la géographie moderne qui montre le monde réel tel qu'il est, mais pas tel qu'il apparaît sur les images des agences de voyage. Mais chaque année, il y a moins de lieux originaux. Nous devons venir là avant la civilisation pour voir des choses que personne n'a vues auparavant. Très bientôt, beaucoup de choses que nous avons montrées n'existeront plus et nous ne pourrons les voir qu'à partir des archives de notre émission. Mais notre émission globale n'est pas seulement de montrer des pays exotiques, mais de parler de notre pays aux aborigènes qui y vivent, dans les tropiques, non pas théoriquement, mais pratiquement, pour qu'ils puissent ressentir comment nous vivons et qu'ils aient découvert notre pays et notre mode de vie. Par exemple, au Kenya, dans la tribu Maasai, nous avons préparé un seau de salade macédoine le soir du Nouvel An. C'est bon, je n'ai jamais rien mangé comme ça. Avec des papous de l'île de Nouvelle-Guinée, nous avons fait notre borscht ukrainien. La première fois dans l'histoire du borscht ukrainien si riche pour la tribu d'Ani en Papouasie. C'est tellement coloré, ça sent la patrie. Ça vous plaît? Est-ce bien? Oui, c'est super. Будьмо гей! Будьмо гей! Будьмо гей! Будьмо гей! Будьмо! Будьмо, будьмо! Гей, гей, гей! Гей, гей! Ура! Ура! Et aussi, le monde à l'envers change des vies. C'est difficile à croire, mais de nombreux téléspectateurs inspirés par notre émission ont décidé de partir à l'étranger. Bonjour, le monde à l'envers. Je viens de Kharkiv et je suis d'Ivano-Frankivsk. Misha et moi avions un rêve, travailler et vivre dans un pays chaud, mais nous ne pouvions pas faire de choix. Mais après l'un des épisodes sur le Cambodge, nous avons décidé d'aller au Cambodge. Nous avons obtenu des emplois le premier mois. Misha travaille en tant que gynécologue. Les patients l'aiment, elles accouchent. Il n'y a pas si longtemps, une femme khmer a donné naissance à des jumeaux et Mikhailo est fier d'avoir eu la chance de les mettre au monde. Une famille de plus dont la vie a changé à cause du monde à l'envers. Volodymyr et Tatiana de Dnipro ont ouvert leur entreprise sur la rive du golfe de Siam. Nous avons toujours voulu vivre au bord de la mer et notre rêve est devenu réalité. En 2011, nous avons regardé le monde à l'envers avec Dmytro Komarov. Et nous n'avions plus aucun doute. Nous avons choisi la ville de Sihanoukville, au Cambodge. Ici, nous avons réalisé nos rêves, ouvert notre confiserie et notre café. Nous habitons ici depuis 4 ans. Et cet homme est Dmytro Boukhin de Jitomir. Il a également tenu l'inspiration des expéditions de Dmytro Komarov et a apporté un énorme projet en Asie du Sud-Ouest. Il y a plusieurs années, j'ai vu le programme Le Monde à l'envers avec Dmytro Komarov. Mon ami Misha et moi avons décidé de construire ici une usine qui produit des blocs et des dalles de pavage. Ces matériaux de construction sont nouveaux pour le Cambodge.
Il y a des dizaines de ces personnes et des milliers de touristes ont suivi avec succès les itinéraires du programme en suivant Komarov et ont rendu leurs vacances inoubliables et exclusives. J'ai le talisman principal, je ne pars jamais en expédition sans ça. C'est le drapeau ukrainien. Je voyage avec depuis plus de 10 ans. Il a été dans des dizaines de pays et a conquis de nombreux sommets. Je ne le laisse jamais. Les gens regardent notre émission dans des dizaines de pays. Elle est diffusée dans tous les pays post-soviétiques. Des dizaines de millions de téléspectateurs. Et tout le monde sait que c'est une émission ukrainienne. C'est pourquoi je pense que nous popularisons également notre pays dans le monde entier. La vérité est que nous sommes les gens les plus heureux. Nous vivons dans le meilleur endroit sur Terre. Nous n'avons rien à redire. Quand on compare notre vie à leur, on se rend compte qu'il serait injuste de se plaindre. Nous sommes les gens les plus heureux sur Terre. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov. J'ai pris le contrôle, altitude 1000 mètres, vitesse 150, cours 020, la caméra est allumée. Chers amis, la 7e saison chanceuse du monde à l'envers est terminée. Nous disons au revoir en partant pour la prochaine expédition pour trouver et vous montrer les endroits les plus incroyables de la planète. Traditionnellement, nous disons rendez-vous dans un nouveau pays dans la nouvelle saison du monde à l'envers. Merci de rester avec nous. Bonne chance, à bientôt, au revoir.